Bonjour. Donc aujourd'hui, nous allons vous présenter donc un flow de développement donc agile pour le développement d'applications d'interface graphique. Donc voilà, on va se présenter d'abord. Hop. Donc je me présente, là j'ai le micro, donc Erwan Cause, donc moi je suis ingénieur avant-vente solutions donc chez The Qt Company. Donc on va vous parler un peu plus en détail de The Qt Company, mais on a un bureau en France avec une vingtaine de personnes, donc voilà, mon collègue et moi, on fait partie de ce bureau. Donc moi, là, j'ai 20 ans d'expérience dans le développement logiciel embarqué. Donc voilà, je laisse la parole à mon collègue pour se présenter. Alors bonjour, je m'appelle Arnaud Armingaud et je suis technical artist. Si vous ne connaissez pas, c'est un job qui existe, j'ai vérifié. Donc j'ai un background de creative designer. Le technical artist, disons qu'il il suit il est garant de la qualité du design dans un environnement technologique. Donc je suis membre de l'équipe avec Erwan Solution Team. Donc on aide de notre expertise les account managers pour présenter notre produit, et on accompagne la R&D parce qu'on connaît le besoin du client, on est en relation client directement. Voilà. D'accord, donc bref, donc, qu'est-ce qu'on va vous faire? Donc on va vous déjà faire une brève introduction sur déjà, donc on va parler un peu de Qt, et on va parler surtout de notre vision, là justement, du sujet d'aujourd'hui, hein, donc le flow de développement d'interface graphique. Alors ici, on va prendre un exemple, donc on vous décrira un peu l'exemple, donc qui sera une application plus industrielle, hein, donc on est aussi d'eau. Et donc on va vous introduire la société, et ensuite on va passer donc sur toutes les étapes du cycle de développement, donc l'étape qui sont pour les designers, donc des personnes comme Arnaud. Ensuite, donc les développeurs, les ingénieurs qui vont être ceux qui vont faire en sorte que le design soit implémenté sur le produit, sur la solution. Et ensuite, les équipes de test et d'assurance qualité qui font en sorte que le produit soit conforme à sa spécification. Et puis on va conclure là-dessus. Alors d'abord, quelques mots sur notre compagnie. Qu'est-ce qu'il faut savoir de Qt Company? C'est une compagnie finlandaise qui a 26 années d'expérience, donc on a une technologie qui est très mûre. Et qu'est-ce que fait Qt? C'est un framework. Un framework, donc ce sont des librairies de code qui servent à bâtir des applications. Donc il faut aussi savoir qu'on est disponible en open source. Ça nous permet, c'est un modèle un peu spécial qui permet à beaucoup d'étudiants, par exemple, de se former et de travailler sur Qt. C'est donc beaucoup de retours avec une communauté forte de plus d'1 million d'utilisateurs qui utilisent notre framework. On a évidemment un modèle de licensing où on donne comme ça accès à un certain nombre de produits qu'on va vous présenter qui permettent de bâtir des applications de A jusqu'à Z. Donc on est une société qui grossit très vite en ce moment. On est 500 maintenant, on était 400 l'année dernière, on sera 600 l'année prochaine. On a une courbe de progression qui est très élevée. Donc on est présent sur la zone US, sur la zone IMIA et sur la zone APAC. Sachant que le siège est à Helsinki, et en Europe on a des bureaux à Paris, mais principalement c'est Berlin, Oslo, Helsinki et Paris. Donc vous avez quelques chiffres qui veulent dire ce qu'ils veulent dire. Donc, mais voilà ce qu'il faut retenir. On a beaucoup d'utilisateurs, et on est présents dans la plupart de solutions que vous utilisez sans que vous le sachiez peut-être. Pour prendre un exemple parlant, toutes les Mercedes, tous les écrans de Mercedes, s'il y en a qui ont la chance d'avoir une Mercedes, c'est développé avec notre code. Ça et bien d'autres exemples. Donc je sais pas. Alors je sais qu'il y aura un moment de questions après. C'est peut-être qu'on fait dans l'ordre. Nous on vous explique et après vous poserez des questions. Donc je laisse la parole à Erwan pour la suite alors. Alors je vais parler du fameux processus de développement ou flow de développement. Donc je vais passer un peu de temps là sur cette image parce qu'elle est bien parlante. Donc là en fait on a le flow de développement, donc le designer, le développeur, le testeur, et on sort le produit. Alors c'est en forme de cercle parce que voilà, ici on essaye de faire du développement agile avec différentes itérations. Et donc Qt va fournir des outils pour justement aider à ces différentes phases, pour accélérer et faire en sorte justement qu'on ait un développement qui puisse être itératif. Et le but c'est qu'il soit itératif, surtout quand on parle d'interface graphique,
je ne sais pas si vous en avez fait, mais bon, souvent les spécifications sont très mouvantes. On fait une première version, évidemment, c'est graphique, ça ne plaît pas, il faut changer un bouton, il faut changer, etc. Donc c'est important de pouvoir refaire le cycle assez rapidement, refaire des tests de non-régression. Alors là, si je rentre plus dans le détail, donc dans le cycle, donc en général, quand on fait un produit avec une interface graphique, on va commencer par la phase de design, voire même, donc le personnage au milieu là qu'on a appelé Define, c'est plutôt, on va dire, les équipes marketing ou les gens qui vont, les chefs de produit qui vont, on va dire, spécifier le produit. Donc ensuite, le designer, lui, va rentrer dans le détail pour faire une interface graphique, une expérience utilisateur, donc voilà, qui soit appropriée. Et donc effectivement, hein, c'est des designers, c'est pas des ingénieurs. Donc les designers, ils ont leurs propres outils. Hein. Donc typiquement, pour les outils de graphisme 2D, donc il y a les outils Adobe, hein, du type Photoshop ou XD. Et les outils là, qui sont maintenant bien utilisés pour le design, c'est Figma, hein, qui est un outil qui a le vent en poupe. Donc ils ont l'habitude de travailler avec ce genre d'outils. Ils vont pouvoir construire leurs assets graphiques. Et donc on a les outils 2D et on a aussi des outils 3D du type Blender ou Maya. Donc l'intérêt, c'est qu'on a un premier outil là qu'on appelle Design Studio, donc un atelier de développement logiciel. Donc là, un des premiers intérêts de cet outil, c'est qu'on va pouvoir importer justement des éléments qui viennent des outils graphiques, hein, par des plugins, et donc pouvoir récupérer directement les données dans le format Design Studio. Alors Qt, donc Arnaud en a parlé, c'est un framework de librairie C++, mais Qt a développé un langage de description d'applications graphiques qu'on appelle le QML, donc c'est un langage descriptif. Bon, pour faire court, ça peut ressembler un petit peu du JavaScript. Mais l'intérêt de ce langage, c'est qu'il va formaliser vraiment la spécification de l'IHM, et on peut vraiment l'utiliser comme une spécification. Et c'est justement ces fichiers, donc qu'on verra ensuite après dans la démonstration, qui vont vraiment servir d'interface entre le designer et le développeur. Donc l'interface entre le designer et le développeur, ça ne va pas être du papier, ça ne va pas être un slide PowerPoint, ça va vraiment être des fichiers où on aura déjà très précis spécifié l'IHM. Donc voilà. Dans la prochaine étape, Arnaud vous expliquera plus en détail ce qu'on peut faire avec Design Studio. Donc ensuite, le développeur, donc lui, il va récupérer l'interface, et son travail, ça va être quoi? Ça va être faire en sorte de construire l'application, de la déployer sur la carte, mais surtout, donc au niveau design, on a l'interface graphique, on a l'interface avec l'utilisateur, mais il va falloir connecter ça souvent avec des données qui vont venir du terrain, hein, ce qu'on appelle chez nous le back-end. Donc ce n'est pas des données qui viennent là, si on parle d'interface de machine, de bus terrain qui vont arriver par le réseau, etc. Donc il va falloir aller récupérer ces données. On va pouvoir aussi éventuellement faire des commandes, hein, commander une machine, on appuie sur un bouton, on fait bouger un bras d'un robot, etc. Donc tout ça, cette connexion va être faite par le développeur en utilisant donc les librairies du framework, donc en C++. Donc on a tout un tas de librairies pour gérer tout un tas de protocoles de communication, clé en main. Donc ça va être fait par le développeur. Donc ensuite, on a des facilités à plusieurs niveaux, en fait. Donc là, quand on parle, là je vais parler donc Qt, hein, on n'en a pas vraiment parlé au départ. On peut déployer, une des forces, c'est qu'on va pouvoir déployer des applications sur tout type d'équipement. Donc évidemment, historiquement, ça avait été développé pour faire des applications sur PC ou sur station de travail Unix ou Linux. C'est toujours le cas. On va pouvoir aussi déployer sur des environnements mobiles, hein, Android ou iOS. Mais là, dans notre cas, pour le SIDO, donc ce qui va peut-être plus vous intéresser, c'est le déploiement sur des cartes embarquées de type avec du Linux embarqué typiquement, ou éventuellement un OS temps réel type QNX. Et donc pour cela, on a déjà, nous, sur des cartes du marché, on va dire qui sont utilisées, prédéfinies, on a déjà préconfiguré une distribution Linux qu'on appelle Boot2Qt. Et l'intérêt de tout ça, c'est que prêt à l'emploi. C'est même le designer, à partir de Design Studio, il va pouvoir déjà essayer. Même le designer. Même le designer, il va pouvoir déployer directement sur la carte de référence, donc il sera très proche de l'équipement final. Hein. Donc ça veut dire qu'il va pouvoir faire son design, parce que souvent, le problème des designers, ils font leur truc sur un Mac ultra puissant, et puis voilà, ils ne tiennent pas forcément compte des ressources du device embarqué, qui sont évidemment pas les mêmes. Donc il va pouvoir vraiment exercer, lui, l'application sur la vraie carte, ou sur une carte qui se rapproche du device final. On va avoir aussi des outils qui vont permettre de visualiser et de communiquer donc avec les équipes marketing, hein, qu'on appelle le design visualizer. Donc on va pouvoir visualiser aussi le design à tous les niveaux, hein, au moment du design studio, au moment du développement, à tous les niveaux, on va pouvoir faire ça. Donc ensuite, il y a la troisième phase, et donc Qt propose aussi des outils pour les tests, et notamment un outil qui s'appelle Squish, qui permet de faire du test automatique d'applications graphiques. Et l'intérêt de tout ça, effectivement, c'est de
de construire des scripts de test et de pouvoir les rejouer, d'utiliser ça dans des environnements d'intégration continue du type Jenkins. Et tout ça, si vous l'avez bien compris, c'est automatiser tout ce cycle de développement et réduire les temps de développement, aider les développeurs pour réduire les temps de développement, réduire le temps de mise sur le marché d'un produit. Donc c'est tout ça. Et après, on a des autres outils, là, une entreprise qu'on vient de racheter, qui fait plus de l'analyse statique de code pour détecter des bugs en avance de phase ou des outils de couverture de code. Je vais repasser la main à Arnaud qui va plus insister sur vous décrire en détail la partie, la première phase, la partie design. Merci Erwan. Alors là, c'est un workshop, hein, c'est-à-dire que le but c'est qu'on est sur la démonstration de nos solutions. On va vous parler d'une démo qu'on a faite. Alors c'est pas un cas client, c'est vrai que ça aurait pu être le cas. Là, nous, dans la solution team, notre job c'est d'anticiper le besoin des clients, de voir, de cibler ses besoins et de pousser, de challenger notre technologie et de voir comment on peut y répondre. Et c'est aussi des outils qui sont présentés aux clients et qui collent, dont on essaye de faire en sorte qu'ils collent le plus possible aux besoins. Donc ici, on est sur la démo dite Industrial Vehicle. On adresse les cas qui sont les véhicules agricoles, les véhicules pour les mine machines, donc tous les véhicules de chantier, c'est-à-dire tous les gros véhicules qui peuvent être soit commandés directement dans le véhicule, soit même en remote. Sur cette démo, on a donc décidé de challenger quelques-unes des features et des possibilités de notre outil, comme par exemple déjà le design, puisque c'est vrai que je reviendrai un peu dessus, la société Qt a une réputation à tenir sur les qualités du design des interfaces qu'elle peut fournir. On aura aussi la vidéo capture, puisque dans le remote, effectivement, pouvoir intégrer le flux vidéo est très important. On a aussi de la 3D animation, parce que notre solution permet de mixer 2D et 3D. On a aussi du mapping, de la géolocation. Donc voilà un peu comment nous on travaille, c'est-à-dire qu'on adresse un certain nombre de cas et on part en équipe pour le réaliser et pour avoir un produit qui non pas basé sur ce qu'on peut faire, mais sur ce qu'on veut faire. Donc voilà un peu la genèse de la démo Industrial Vehicle. Donc là c'est un peu moins complexe pour revenir un petit peu sur notre flow. Donc comme vous a expliqué Erwan, on a eu une démarche qui a été vraiment de modifier le workflow. Moi en tant que creative designer, et je travaille depuis 2007 dans le software. Je sais ce qu'il en est effectivement des difficultés qui sont comment les designers et les développeurs peuvent travailler. Et à quel moment effectivement le designer fait sa part du job, qui est tout à fait gratifiante, le livre au développeur qui doit refaire tout from scratch. Donc c'est-à-dire que le travail du designer quelque part est à mettre un peu à la poubelle, c'est-à-dire qu'il ne sépare directement, ce sont vraiment des spécifications. Et la difficulté qu'a le designer est de communiquer avec le développeur. Alors peut-être qu'en tant que designer, je charge le développeur, mais ce n'est pas complètement vrai. Pour pouvoir effectivement faire évoluer le travail, puisqu'il y a toujours besoin de faire évoluer le travail pour que ça soit le résultat qu'il escompte. Et donc, il se retrouve à être sur le dos du développeur parce que le bleu n'est pas assez bleu à son goût. Et le développeur, lui, il a d'autres priorités et souvent... l'insistance du designer est un peu pénible et parfois la communication n'est pas forcément la plus facile. Donc je reviens sur ce workflow, il a pour but de gagner du temps et vraiment d'améliorer vraiment la synergie entre les designers et les développeurs. Donc pour en revenir là au slide qui est présent, j'ai pris, puisque j'ai la part du designer, j'ai pris XD. XD qui est donc un des softs de la suite Adobe. Il est sur le même créneau que Figma et Sketch, c'est donc une nouvelle génération de soft complètement basée sur la création de HMI. Je suis donc parti de XD, j'ai exporté un fichier grâce à nos plugins, je vais vous parler un petit peu de ça. Importé sur l'outil Design Studio qui va recréer et régénérer automatiquement tout mon travail qui a été fait sur XD. Et je vais après passer à l'animation de mon interface. Une animation d'interface, c'est de la timeline, c'est des boutons, des états de boutons, enfin bref, tout ce qui fait qu'à un moment on a une interface qui fonctionne et qui me permettra après de livrer
via GitLab ou quoi que ce soit, de livrer un CMake file qui sera après utilisé par Erwan pour gérer la partie back-end. Donc c'est pour vous donner en gros un petit peu le plan, le plan d'attaque et le déroulement de la création de cette démo. Alors là, c'est une vidéo, je ne vais pas commenter en soi la vidéo, hein, c'est plus pour que vous ayez une idée un peu de la manière dont ça se passe. Ici, on est sur XD. Donc, qu'est-ce que fait le designer sur XD? Nous, on a créé sur cet outil-là et sur les 3 autres principaux outils de design un plugin. On appelle le Qt Bridge. Le Qt Bridge, c'est un outil qui va nous permettre d'exporter, de générer un fichier. C'est ce fichier qui... décroche, t'inquiète. C'est donc ce fichier que je vais après importer sur Design Studio. Donc notre but, nous, sur ces outils, c'est de permettre au designer de ne pas changer ses habitudes et de pouvoir, là, vous voyez sur la vidéo, j'appuie sur le bouton export, de préparer le fichier pour l'export. Donc il y a quelques réglages à faire pour le designer sur ce bridge, mais relativement peu. Le but vraiment, c'est d'exporter puis d'aller sur Design Studio. Vous êtes là en face de Design Studio, c'est le look and feel de notre appareil, et en appuyant sur un bouton plus, on va donc importer ce fameux fichier qui a été généré sur XD en l'occurrence, mais encore une fois, hein, ça peut être du Figma, du Sketch, du Photoshop, et donc sur un processus qui est très simple. Le designer design, il prend la main sur Design Studio. Alors sur Design Studio, c'est intéressant parce que on a la vue du designer et la vue du développeur. C'est un outil collaboratif. Non pas que le designer puisse traiter l'entièreté des interactions sur Design Studio, mais d'abord il va pouvoir en traiter un très grand nombre. Là vous avez le résultat tel que moi je vais livrer à Erwan. Donc grâce à des composants dont j'en parlais, je vais pouvoir animer un slider, animer des boutons avec différents états de boutons. Je vais aussi pouvoir binder les boutons et des valeurs, donc par des entrées de commande, dire en appuyant sur le bouton down, je vais donc effectivement modifier cette valeur. Tout ça, ça va être ma part de job en tant que designer. Donc j'insiste en vous montrant là ici ce que vous voyez à l'écran, c'est le fameux QML. Donc c'est ce langage déclaratif qui est créé par Qt. C'est une partie très importante de notre solution, parce qu'encore une fois, des outils qui permettent d'animer, de faire du prototyping, il y en a d'autres. C'est pas tant notre but. Notre but, d'abord, notre capacité de prototyping est bien plus étendue qu'un outil comme Figma par exemple, mais surtout, on génère du QML, on génère du code. C'est-à-dire que le designer ne devient pas forcément développeur, mais il ne fait pas un prototype, il fait l'application elle-même. Et ça, c'est au cœur de ce nouveau workflow qu'on vous propose, c'est d'éviter ce qu'on avait déjà évoqué, toute cette partie qui est de séparation du travail entre le designer et le développeur. Je garde la main en tant que designer. En tant que designer, je vais pouvoir déployer ce qu'a expliqué Erwan. C'est quand même important parce que là encore, hein, pas besoin d'attendre que le développeur ait développé et déployé. Je vais directement regarder sur mon target device, sur mon Raspberry Pi, donc le résultat et pouvoir modifier en conséquence. On propose dans cet outil-là des outils dont le designer a l'habitude, comme la timeline. Vous pouvez voir ici effectivement que je suis en train de créer une timeline, donc tous les designers sont habitués à ce genre d'outils. Là, vous pouvez voir, là aussi sur la démonstration, un des composants directement proposés sur notre outil. C'est vraiment un usage de drag and drop. On a des librairies avec des composants Design Studio. On les drag and drop et on a après une expérience d'utilisation en fonction de l'outil qu'on aura choisi. Donc, pour créer un bouton, là, j'aurais créé sur XD, j'aurais créé mes différents états de boutons. Sur Design Studio, je vais choisir dans mes listes de librairies, enfin mes listes de composants, je vais choisir le composant bouton, tout simplement. Je vais le drag and dropper sur mon bouton et je pourrais effectivement après lui dire je veux tel type de bouton qui fera tel genre d'action. Donc voilà, là encore, c'est toujours l'exercice délicat entre essayer de tout expliquer et pas être trop compliqué. C'est voilà en gros l'usage de Design Studio, la partie Design Studio utilisée par le designer. Erwan.
tu prends la main. Donc voilà, donc ça vous a donné un petit aperçu de Design Studio. Donc effectivement, après, donc Design Studio, hein, comme dit Arnaud, l'idée c'est que le designer travaille sur l'application finale, hein, c'est pas un prototype. Il va essayer d'en faire un maximum, et donc il va partager donc ce fichier QML. Donc ensuite, donc Qt va proposer des outils pour l'aide au développement et à l'implémentation donc de ce design pour en faire une application qui va tourner donc sur votre équipement final, hein, équipement embarqué. Alors on a un premier outil qui est Qt Creator, qui est plutôt un atelier de développement logiciel, hein, donc c'est un environnement graphique. Donc il va vous permettre évidemment d'éditer du code, de créer des projets logiciels. Il va vous permettre de construire vos applications, hein, de les compiler donc, avec des systèmes de build de type CMake ou QMake. Donc CMake, maintenant c'est plus la norme, hein, c'est plus standard. QMake, c'était plutôt l'ancienne version propriétaire Qt. On va avoir des outils de debug, hein, qui vont vous permettre, quand vous avez des problèmes, à la fois de débugger pas à pas typiquement, ou de voir analyser certaines valeurs, ce genre de choses. On va avoir des outils, si vous avez des problèmes de performance, qui vont vous voir où vous passez du temps, hein, dans votre application typiquement. Et donc là, j'en ai parlé au début. Cet outil va vous permettre aussi donc, de déployer, donc de créer vos applications pour de multiples plateformes, hein, donc soit pour déployer sur une application de bureau ou sur un mobile Android ou Apple. Et évidemment, donc dans notre cas, ici au SIDO, plutôt ce qui a peut-être plus vous intéresser, c'est de déployer sur des devices embarqués, donc type microprocesseur, hein, donc des gros devices, mais il faut savoir aussi qu'on a une solution pour microcontrôleurs, donc qui est vraiment une solution allégée, donc c'est pas la même solution, c'est un sous-ensemble, mais elle était vraiment faite pour faire des interfaces graphiques sur microcontrôleurs, donc sur des composants beaucoup moins chers et beaucoup moins puissants en mémoire. Donc voilà, si ça vous intéresse, on a sur notre stand, hein, on a des applications qui tournent sur tout type d'exemples MPU, MCU. Donc voilà, vous pouvez venir voir, ça c'est juste. Donc ensuite, et finalement, la base, donc Qt va fournir aussi donc, le logiciel embarqué, donc la librairie, donc ce qu'on appelle le framework, donc c'est un ensemble de librairies. Donc évidemment, dans ces librairies, il y a une partie graphique, hein, il y a donc tout ce qui va vous permettre de faire du graphique en 2D, en 3D, de faire des animations, des choses comme ça. On a aussi du multimédia, hein. Arnaud a parlé de capture vidéo, donc on peut faire de l'audio, de la vidéo avec. Hein. Et j'en ai parlé au départ, donc tout ce qui ne va pas se voir, hein, tout ce qui n'est pas graphique, mais tout ce qui va vous pouvoir de vous connecter, de récupérer vos données en fait finalement. Soit localement dans une base de données, soit dans un fichier, soit récupérer les données à distance dans tout un tas de protocoles, hein, que ce soit des protocoles sans fil, de l'Ethernet, du CAN, etc. On supporte tout un tas de choses. Voilà, donc en gros, les outils qu'on va fournir aux développeurs. Donc là, il y a une petite démonstration. Donc là, on est donc Qt Creator. Hein, donc c'est ce que je vous disais. Hein, c'est un atelier de développement logiciel. Donc vous avez la notion de projet. Hein. Donc le projet, ça va être un ensemble de fichiers. Vous avez donc des fichiers sources C++, C++ et des fichiers QML. Et donc effectivement, des makefiles. Donc là, typiquement, on va retrouver le fameux fichier QML, donc Arnaud aura créé avec Design Studio. Donc on peut évidemment l'éditer, le bouger. Et là, effectivement, donc ça va être vraiment l'application en elle-même en C++. Donc là, on a des fichiers. Donc on a un éditeur. Évidemment, on a des codes couleurs adaptés au C++, adaptés au QML pour que ça soit bien lisible. Donc ensuite, un des avantages, c'est que, vous allez me dire, le QML, vous ne connaissez pas, mais on va pouvoir vraiment lier les deux langages. Qu'est-ce qui se passe ? Ah non, il y a juste un écran noir. On va pouvoir vraiment lier les deux langages. C'est-à-dire que dans le QML, vous allez pouvoir appeler des fonctionnalités que vous allez faire en C++. Donc c'est là où on vous montre, on va pouvoir exposer en fait des classes C++ qui pourront, elles, directement appeler en QML, et ce qui va vous permettre justement de faire la connexion pour récupérer vos données de l'extérieur ou pour vous commander des actuateurs physiques. Donc là, après, on montre juste que c'est facile d'avoir de la documentation en ligne. Là, si vous avez une fonction que vous ne connaissez pas, vous pouvez directement, assez facilement, en contexte, aller voir la documentation de toutes les fonctions. Donc il faut savoir que tout ça, là, le framework, il a 20 ans d'existence, il est très bien documenté. Et comme l'a dit Arnaud, vous pouvez trouver, il y a 1 million d'utilisateurs, voire plus. Donc, en ce moment-là, si vous trouvez des ressources, des gens qui connaissent, c'est une technologie qui est connue, hein, donc vous pouvez embaucher des personnes qui connaissent Qt. Voilà, donc ça, on continue. Voilà, là, on voit l'exemple où effectivement,
si on appuie sur un bouton, on va appeler une fonction C++. Voilà, donc on va passer à la suite. Ah non, là c'est la partie construction de l'application. Donc là sur la gauche, vous voyez, donc c'est les différentes configurations pour quel type de plateforme on va construire. Donc là on va décider de générer une application pour le PC, mais on pourrait très bien générer la même application pour la carte embarquée. Donc si vous venez sur le stand, vous allez voir que cette même application industrielle véhicule, on l'a fait tourner sur tout un tas de cartes embarquées. Donc là, là, il y a une compilation, et ensuite on va lancer l'application et on va pouvoir la tester. Donc là, c'est vraiment l'application après qu'on ait fait les connexions au back-end, donc qui sera l'application finale. Donc là, typiquement, on voit bien que quand on était en Design Studio, le flux de caméra, il n'était pas forcément au point. Et là, effectivement, on revoit, donc on exerce l'application pour vérifier que tout va bien. Donc on a différents écrans, et là, on voit typiquement un design 3D, donc des choses que vous pourriez faire. Donc là, c'est pareil, ce design original a été importé d'outils de design 3D. Voilà, donc en gros, ça vous donne un exemple. Là, on voit la fonctionnalité de navigation. Donc on va passer à la suite. Donc, je vais passer sur la troisième étape. Donc on a parlé designer, développeur. Donc là, on va être dans l'étape de test. Donc l'application a été développée ou partiellement développée, parce qu'on parle de cycle agile, donc on peut faire des cycles pour aller petit à petit, de manière itérative. Donc on va fournir différents outils pour pouvoir faire du test, donc à différents niveaux. Donc déjà dans le framework Qt lui-même, on va pouvoir faire des capacités délivrées pour faire du test unitaire. Donc on a deux manières en fait de coder le graphique. Donc on a parlé du QML, donc Qt Quick Test, mais on peut aussi coder l'interface graphique directement en C++. Donc là, ça serait le Qt Test. Mais surtout, on a un autre outil qui va vous permettre de faire du test fonctionnel ou d'intégration, c'est-à-dire vous mettez à la place de l'utilisateur, et donc d'automatiser les fonctions que l'utilisateur pourrait faire. Et l'intérêt de tout ça, c'est de faire du test automatique et de pouvoir les rejouer à chaque fois que vous faites une version de l'application, de rejouer ça en utilisant des serveurs d'intégration continue. Il y a un autre outil qui permet de mettre de la couverture de test. Donc vous construisez une suite de tests, et vous pouvez savoir en fait si vos suites de tests est efficace, si elle est ou pas trop, pas trop forte. C'est-à-dire on va pouvoir voir par où on est passé dans le code, et vous allez pouvoir mesurer en fait si votre suite de test à combien de pourcentage elle couvre le code. Donc si elle est suffisante, ou même il peut y avoir trop de tests. Vous faites des tests qui font toujours la même chose, donc ça c'est pas forcément utile. Donc c'est vraiment pour avoir une efficacité pour définir vos suites de tests. Ensuite, on a un autre outil qui va vous permettre, donc Test Center, qui va être plutôt une interface web, donc une base de données où on va récupérer tous les résultats de tests vous pourrez suivre les résultats de tests. Donc ensuite, on a d'autres outils d'analyse statique. Donc je vais un peu accélérer parce que là, voilà. Donc je vais revenir un peu plus en détail donc sur le Squish, donc l'outil de test automatique d'IHM. Donc il peut être utilisé à la fois par le développeur, parce que le développeur peut l'utiliser, mais c'est surtout par les ingénieurs de test, assurance qualité. Et le but, c'est vraiment de faire du test automatique. Donc la fonctionnalité principale, c'est pouvoir faire des enregistrements. Donc vous exercez l'application, on va sauvegarder un script, et après on va pouvoir rejouer ce script de manière automatique. Donc c'est vraiment ce qui est intéressant. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est un peu comme Qt. On va pouvoir l'utiliser dans différents environnements, dans différentes technologies graphiques. Donc évidemment, ça va fonctionner avec la technologie graphique Qt, mais pas seulement. Avec cet outil, vous pourriez tester des applications Java, des applications mobiles, des applications web, ou des applications desktop natives Windows ou macOS. Donc, c'est-à-dire que cette technologie n'est pas uniquement attachée à la stack graphique, au framework Qt. Vous pouvez l'utiliser dans d'autres contextes. Et pareil, dans tout type d'environnement, vous pouvez faire des tests en local. Donc, c'est ce que je vous montrais. On aura l'application de test qui tourne sur le PC, et donc les scripts de test qui tournent sur la même machine. Mais évidemment, quand on est dans un contexte embarqué, ce qui va être intéressant, c'est d'avoir un PC qui va exécuter les tests et l'application qui tournera sur une machine distante. Donc, il faudra que les deux machines soient connectées par réseau. Et donc, on va générer des scripts de test, et on supporte différents langages de scripting classiques, Python, Tcl, Perl, etc. Donc, je vais vous montrer un petit exemple. Derrière, il y a une vidéo. Donc c'est pareil, on a un atelier de développement logiciel, donc ça c'est un environnement de développement. Donc je ne sais pas si vous connaissez, celui-là il est basé plus sur Eclipse, qui a pris
qui est un standard pour ce type d'outils, notamment pour le développement. Donc là, on va créer en fait un projet de test, c'est-à-dire une suite de tests. Donc là, on choisit la technologie, on choisit le langage de scripting, et ensuite, on va définir quelle application on veut tester. Donc évidemment, parce que l'outil, lui, il va lancer l'application. Voilà, donc là, on a mis en place le projet et on va commencer à créer des suites de tests. Non, on va peut-être accélérer. Alors, je ne peux pas accélérer la vidéo. Donc là, l'intérêt, voilà, on va voir le record. Donc là, on fait en enregistrement, hein, donc on exerce l'application manuellement. Donc voilà, on bouge des boutons, etc. Vous reconnaîtrez Erwan, c'est pas du fake, c'est bien lui qui l'a fait là. Il est sur la vidéo. Et donc voilà, donc là on génère un script de test et on va pouvoir rejouer ce script de test. Donc après, j'avais d'autres exemples, mais on va accélérer, sinon on va pas vous laisser le temps de parler. Mais bon, vous voyez le principe, là on rejoue le test et voilà, l'application, ça c'est fait automatiquement en fait. Voilà, donc on va passer à la suite. Donc là, je pense qu'on va aller plus sur la conclusion. Arnaud va conclure, comme ça on vous laissera un peu de temps si vous avez des questions. Oui, alors je ne vais pas répéter tout ce qu'on a dit. Hein. C'est vrai que sur le thème, on insistera là sur le workflow. C'est-à-dire qu'on n'a pas simplement on a une suite d'outils qui permettent de faire des applications et on a réfléchi à la manière de changer un peu le fonctionnement. C'est le workflow, c'est ce qu'on vous présente aujourd'hui. Donc c'est qu'il a quand même vocation à être sensiblement différent de ce qu'on a l'habitude de faire, ou moi j'ai fait pendant longtemps, et Erwan, par ces différents outils. C'est une manière de fonctionner qui veut faire évoluer les différentes tâches dans les équipes, augmenter la synergie, et donc améliorer le rendement et bien sûr aller plus vite et faire mieux. C'est ce qu'on essaie de continuer à développer. C'est ce que vous voyez encore une fois en résumé sur ce petit dessin. J'espère qu'il vous plaît. Parce que c'est moi qui l'ai fait. Voilà. Donc maintenant, j'espère que vous avez des questions. Voilà. Donc, si vous voulez nous voir ça encore plus en détail et sur la même application, sur des applications embarquées, si vous voulez nous croire, là, c'est ce qu'on vous dit. Bon, on a pas mal de démonstrations sur le stand W206. C'est une question intelligente. Vous en pensez quoi les développeurs de moteurs de jeu comme Unreal et Unity qui cherchent justement à changer un peu de domaine et qui vont un peu dans est-ce que c'est complémentaire ou est-ce que ça serait concurrent comme Unreal Automotive là? Alors effectivement, alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce genre de solution de jeu, ça nécessite quand même du matériel assez puissant. Hein. Donc quand je vous ai parlé tout à l'heure de microcontrôleurs, je pense qu'il est hors de question que Unity ou Unreal tournent sur microcontrôleurs. Alors c'est vrai qu'on les voit arriver, notamment, alors c'est vraiment sur les interfaces très haut de gamme. Hein. Donc vous parliez de l'automobile, on parlait tout à l'heure de Mercedes et de l'écran là qui fait toute la taille. Donc ça peut être là-dessus où effectivement il peut y avoir effectivement de la concurrence. Mais sachant qu'il faut voir que c'est des environnements qui ont été faits pour des jeux. Hein, d'accord, donc il y a des fonctionnalités de jeu, donc il va y avoir des fonctionnalités qui ne vont pas être utiles pour nous et puis il va peut-être en manquer, voilà. Donc, mais effectivement, je sais qu'ils essayent d'aller au moins pour les interfaces très haut de gamme. Il y a peut-être aussi les certifications. C'est vrai que nous, on a une grosse expertise dans les certifications. On est présent dans l'aéronautique, on est présent dans le médical et bien sûr dans les voitures. Enfin, et ça demande un certain niveau de certification et on a une expérience. Une grande expérience dans ce domaine-là. Donc c'est effectivement des concurrents sur certains créneaux, mais qui ont quand même un certain nombre de steps à grimper. Mais on se retrouvera dans... Non, mais pour faire le type d'interface qu'on vous a montré, je pense que c'est un peu surcalibré. Voilà. Et effectivement, dans certains domaines, enfin notamment le médical, il peut y avoir des certifications. Nous, donc on va aider le client. Notre outil notre framework a été déployé dans beaucoup de devices médicaux, par exemple. Donc c'est facile de convaincre les autorités de certification médicale que Qt ça fonctionne. Par exemple, ce qui ne sera pas forcément le cas avec ce type d'outil. Disons que c'est pas le même marché. Alors peut-être effectivement dans le haut de gamme de l'automobile, il peut y avoir concurrence. Alors une autre question. Bonjour. J'aurais une question par rapport au framework Qt. Est-ce que
vous avez entendu parler de Java Mobile Edition, Java ME, qui fait donc pour tout ce qui est informatique embarquée, enfin, etc. Mais en fait, j'essaie de faire le lien. En fait, vous êtes concurrent, vous allez concurrencer Java, ou alors vous allez peut-être plus être sur la couche homme-machine, enfin sur l'interface homme-machine principalement. Alors nous, on va fournir une interface, à la fois l'interface homme-machine et à la fois le lien avec les données que vous allez récupérer du bas niveau. Java, la différence avec Java, c'est que nous, on va fonctionner de manière native, c'est-à-dire qu'on va se recompiler sur chaque plateforme. Java, c'est censé être c'est un environnement un peu virtualisé, donc qui est indépendant de la machine. Ce qui peut se passer, c'est qu'il peut y avoir des problèmes de performance avec Java qu'on n'aura pas nous, parce qu'on sera directement en mode compilé sur la machine. Néanmoins, on saura se déployer sur tout type de machine. Donc on aura les mêmes propriétés, sauf qu'il faudra... disons que c'est une technologie un peu différente. Et peut-être que vous n'aurez pas toutes les fonctionnalités, ou vous pourriez avoir des problèmes de performance sur certains... Surtout sur les petits devices, en fait, où vous n'avez pas beaucoup de puissance de calcul. Ah, d'accord, ok. Là, c'est tout l'intérêt de Qt. Et disons que ça va être optimisé vraiment au niveau performance pour les équipements embarqués. Oui, parce que d'accord, je comprends. Ouais. Ça marche, merci. Une autre question? Je commence alors. Moi, j'avais une question testing. Comment vous faites en phase de testing pour émuler, simuler les capteurs, les actionneurs que vous avez à piloter? Très bonne question. J'ai oublié d'en parler. Alors, vous avez, donc, typiquement, en supposant qu'on choisisse le Python, vous avez généré du script Python, donc donc on va avoir des librairies pour piloter la partie graphique. Rien ne vous empêche vous-même de rajouter vos propres librairies Python pour émuler la partie capteur. Donc, c'est un environnement Python complètement standard. Donc vous pouvez à la fois, dans ce script Python, émuler l'IHM et vous-même, effectivement, émuler la partie capteur ou se communiquer avec une autre application qui émulerait la partie capteur. Donc c'est complètement, on va dire, flexible. Donc rien ne vous empêche effectivement de rajouter votre code Python pour la partie capteur. D'accord. Et en termes de production, c'est sous la responsabilité du testeur de développer ce que moi j'appelle des bouchons, ou plutôt du développeur? Après ça va dépendre des organisations. C'est vrai que de plus en plus, disons que par le passé, il n'y avait pas vraiment de testeurs, hein, c'était les développeurs qui faisaient tout, surtout sur des projets embarqués. Mais de plus en plus, il va y avoir des équipes de test indépendantes, donc effectivement, ça va peut-être être à eux. L'intérêt des équipes de test indépendantes, c'est qu'elles ne doivent pas connaître comment implémenter la chose, donc ça sera à eux, effectivement, de vraiment réfléchir au niveau interface et de ce que doit donner le capteur et de faire les bouchons. Je pense que ça serait mieux pour une manière d'indépendance. Après, ça dépend des organisations et des tailles des équipes que vous avez. Hein, tout à fait. Merci. Oui, bonsoir. Moi, j'avais une question sur les capacités graphiques 3D. À savoir, je ne sais pas, par exemple, un cube multiface qu'on voudrait animer ou un parcours dans un graphe assez profond. Est-ce que du côté code, on a bien ça? Oui, on a en fait on a intégré à Design Studio toute la partie de la gestion de la 3D qui était avant développée sur Qt 3D et qui permettent donc d'importer le modèle, mais pas simplement d'importer un modèle, c'est-à-dire qu'on peut importer un modèle et une animation, mais on crée une animation, on a tout un environnement assez puissant qui permettent après de gérer le mapping, la lumière, la caméra. Et on investit, et surtout on investit beaucoup on a du monde en R&D qui s'investit justement sur les capacités 3D d'affichage et d'animation sur notre outil Design Studio. Alors après, pour revenir sur les matériels qu'on va supporter, on va essayer dans la mesure du possible d'utiliser les accélérateurs graphiques, les cartes graphiques qui vont bien. Même sur microcontrôleur, il y a quelques fonctionnalités. Donc sur les plateformes qu'on supporte. Et après, on peut aussi, nous, si c'est une plateforme qu'on ne supporte pas, on a des équipes de services professionnels qui peuvent faire ce genre de choses, les optimisations, pour utiliser le matériel au mieux, suivant ses capacités, notamment sur la partie graphique. Une autre question?
Bonjour. Pour Qt sur MCU, vous avez bien des profils dans Design Studio pour justement adapter les widgets disponibles, etc. Et donc, c'est tout configurable pour... Oui, exactement. Donc effectivement, pardon, j'ai peut-être pas fini. Non, c'est ça, ouais, c'est ça que je... Donc effectivement, hein, la version MCU, c'est une version, c'est pas la même version que le framework standard qui tourne sur le desktop. Hein. On l'appelle Ultralight. Voilà, donc c'est Ultralight. Donc c'est une version qui a été refaite from scratch pour s'adapter au MCU. Donc évidemment, il n'y a pas tous les widgets, il n'y a qu'un sous-ensemble des widgets disponibles de la version standard. Et effectivement, dans Design Studio, quand vous créez votre projet, vous choisissez le profil, et quand vous choisissez MCU, on va vous donner que les objets, ne donner accès qu'aux objets qui sont disponibles. D'accord. Et alors, ce que je dis aussi, la version MCU, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a une version. Vous pouvez la faire tourner quand même sur votre PC avec les capacités MCU. Donc il y a une application desktop. Donc ça vous permet aussi déjà de la faire tourner sur votre PC avant de la faire tourner sur le MCU, mais avec le sous-ensemble MCU, bien sûr. Et tout en gardant le même workflow. Donc c'est-à-dire que sur MCU, on est capable d'afficher des graphismes de haute qualité en gardant le principe, c'est développé sur Figma, sur Photoshop. Là aussi, hein, si vous voulez passer au stand, voir un peu les exemples. Sur les MCU, c'est sur un autre exemple encore, mais ça permet sur des très petites cartes, effectivement, de faire tourner des apps qui peuvent être assez poussées. J'avais une question concernant votre modèle de licence. Est-ce que vous faites payer les applications, Qt Designer, ou bien est-ce que c'est un modèle de licence par runtime en fait, ou un mix des deux? Est-ce que vous pouvez nous préciser Alors, ça? oui, j'ai où préciser. C'est un vaste sujet. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, on en a parlé au début, hein, on a un dual licensing. Donc, soit on a un modèle open source, soit on a un modèle commercial. Alors, si on parle du modèle commercial, hein, donc on définit deux types d'applications, donc deux types on va dire de cas d'usage, pardon, c'est pas d'application, de cas d'usage. Parce que il y a un type applicatif, donc vous faites une plateforme qui n'est pas du tout liée à un hardware, vous développez un logiciel qui va être installé sur un PC, sur un mobile, sur un device standard, on va dire. Donc là, vous êtes dans le cas développement d'application, et donc effectivement, on a une licence pour ça, de développement, donc vous allez acheter une licence de développement où vous allez avoir accès aux outils. Mais dans ce cadre-là, vous n'aurez pas de droit de distribution, vous n'aurez pas de runtime, parce que ce n'est pas associé à un device. Après, on a le deuxième cas. Donc effectivement, l'audience ici, c'est peut-être plutôt ça. Donc si l'application est liée typiquement à un device, donc industriel véhicule, on met l'application sur un écran dans un véhicule. Donc là, l'application est complètement liée au hardware, au device. Et le device ne peut pas tourner sans l'application. Donc si le device peut pas tourner, donc là vous êtes dans un cas de développement système ou de développement d'équipement, et donc c'est une licence qu'on appelle Device Creation. Donc là il y aura deux licences, il y aura une licence de développement, donc Device Creation, pour avoir accès aux outils, et ensuite effectivement quand vous avez livré votre équipement, parce que là dans ce cas-là vous ne livrez pas du logiciel mais vous livrez un système complet, donc vous livrez un camion, un véhicule industriel, à chaque véhicule industriel fourni, effectivement, il y aura un droit de distribution au moment où vous commercialisez, vous distribuez vos équipements. Alors après, les droits de distribution vont être en fonction de vos volumes. Hein. Évidemment, les prix sont dégressifs en fonction du volume. Et d'une manière un peu plus générale, effectivement, comme entre l'open source et les licences, on ajoute, en proposant une licence, c'est pas uniquement d'être propriétaire de son code, puisque c'est des grandes différences entre l'open source qui exige un certain nombre de choses, dont partager son code, on n'en est pas propriétaire. On ajoute le support, le professional services, on ajoute nos outils, on ajoute Qt Creator, on ajoute Design Studio, qui ne sont pas, pour le coup, disponibles en open source. C'est-à-dire qu'on a une plus-value qui n'est pas uniquement celle d'être propriétaire de son code. Plus de questions? Super. Eh bien, de toute façon, notre temps est pile poil. Vous êtes fabuleux dans le respect de ça. On va vous remercier de cette présentation très technique pour designers et développeurs, à ce que j'ai à peu près compris, avec une collaboration vachement mieux, hein.
Hein, voilà, ça c'est vu. Et puis, merci. Et on peut les applaudir. Parce Merci que beaucoup. Merci beaucoup.